Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Charrière, je suis déléguée Harmonie Mutuelle. Comme vous, je suis adhérente de la mutuelle et j'ai fait le choix de m'impliquer et de m'engager dans notre mutuelle en devenant déléguée mutualiste. Donc concrètement, je participe à la vie démocratique de la mutuelle et je mets en œuvre des actions de terrain en matière de prévention, d'action sociale ou bien encore de solidarité active. D'ailleurs, la mutuelle a développé un site internet, J'agis collectif, tout attaché, où l'on retrouve toutes les actions menées dans les départements. Si vous souhaitez nous rejoindre, précisez-le et laissez-nous vos coordonnées dans le questionnaire de satisfaction. Merci à vous d'être présents. Je me réjouis que vous puissiez bénéficier de ce webinaire de prévention sur le thème « Se nourrir correctement coûte-t-il cher ?» Donc cette conférence s'inscrit dans le cadre du programme national Demain s'invente aujourd'hui, proposé par Harmonie Mutuelle depuis plusieurs années. Et donc ce programme est destiné à tous nos adhérents âgés de 50 à 70 ans. Il a pour objectif de vous accompagner à préparer, anticiper, organiser ou tout simplement profiter pleinement de cette nouvelle tranche de vie en autonomie et en bonne santé. Donc pour cette édition 2024, il reste 2 webinaires programmés et vous trouverez déjà quelques webinaires qui sont prévus en 2025. Nous vous proposons différentes thématiques animées par des experts qui partageront conseils pratiques et points de repère pour passer d'une vie active à une retraite positive. Donc n'hésitez pas à vous inscrire via le lien joint dans la barre de conversation à droite ou directement sur le site Harmonie Prévention. Une documentation en lien avec cette thématique est par ailleurs directement téléchargeable depuis la touche Apps, donc A2PS, en bas à droite de votre écran. Et donc, sachez qu'Harmonie Mutuelle met également à votre disposition une newsletter trimestrielle pour vous informer sur votre santé. Vous retrouverez le lien dans le chat et les modalités d'inscription dans l'Apps. Pour le bon déroulement de cette séance, vos micros et caméras sont coupés. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas au cours de la conférence. Je vous invite à les écrire dans l'onglet chat en bas de votre écran. Si vous avez des questions à poser, pareil, n'hésitez pas à les mentionner en bas de votre écran et nous y répondrons. Donc ce soir, Clara Philippe, diététicienne nutritionniste à qui je vais laisser la parole dans quelques instants, collabore régulièrement avec Harmonie Mutuelle. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes une agréable rencontre. Donc bonjour à tous. Le programme, vous le verrez. Donc moi je suis Clara Philippe, diététicienne nutritionniste. Je viens d'une licence de sport, donc en fac de sport en STAPS, donc je suis vraiment axée un peu plus sportif, mais voilà, la plupart de mes patients sont patients lambda. Pour être diététicienne, du coup, je suis passée par un DUT diététique et je suis installée en libéral depuis mai 2022. Et j'ai eu l'occasion de collaborer avec le Stade Rennais Rugby, donc c'est les féminines, et également avec le CHU de Rennes sur un programme autour de la dénutrition. Et à côté de ça, je suis moi-même athlète, voilà, tout simplement. Petite présentation. On va commencer, du coup, je vous donne un petit peu le sommaire de ce qu'on va faire, puisque le but, c'est quand même de se nourrir correctement, de bien manger, en le faisant pas trop cher, on va quand même essayer de savoir ce que c'est bien manger. Donc ce sera le premier chapitre. Ensuite, on verra comment choisir ces aliments de qualité, de meilleure qualité possible. Le troisième chapitre, tout cela en maîtrisant son budget. Je ferai un petit chapitre du coup sur le batch cooking, juste vous expliquer ce que c'est, les intérêts que ça peut apporter. Et il y aura une dernière session, même s'il y aura des sessions pour poser les questions après chaque chapitre, comme ça ça peut être plus clair. Mais voilà, il y aura toujours une partie questions-réponses tout à la fin. Voilà. Donc on va commencer. Je pense qu'on a pas mal de monde qui est arrivé. Hop. Donc le premier chapitre, bien manger tout simplement. Qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment un rappel des bases. Je ne vais pas faire tout un chapitre là-dessus, c'est pas le but. Déjà quand on pense à bien manger, on pense manger équilibré. Il faut déjà bien se rendre compte que manger équilibré, c'est vraiment un équilibre justement aussi dans la vie. C'est pas uniquement dans l'assiette. On va avoir l'équilibre forcément qui se fait dans l'assiette en composant correctement son assiette, mais c'est aussi l'équilibre sur la journée, sur la semaine. Voilà, sinon on ne pourrait pas faire de repas
un peu plus gras où on mange exceptionnellement une pizza par exemple, ça rentre dans cet équilibre en fait, et si on se focalisait uniquement sur l'assiette, ça ne marcherait pas. C'est aussi l'équilibre à trouver entre votre vie de famille, votre travail ou justement la retraite, vos objectifs par exemple. Si vous avez des objectifs sportifs, si vous avez une date prévue pour quelque chose en particulier, si vous avez un objectif de prise de poids, de perte de poids, forcément, il faudra adapter votre alimentation en fonction de ça. Donc, c'est tout cet équilibre-là qui est à trouver. Et l'équilibre passe aussi par le plaisir, la variété. On adapte toujours pareil en fonction de ses besoins, de ses objectifs, son budget. On adapte vraiment par rapport à vous. C'est-à-dire quelque chose qui vous correspond à vous ne correspond pas forcément à votre voisin et inversement. Voilà, ça c'est les petites bases vraiment. Et après, pour quand même composer correctement son assiette, parce que c'est le but, et ça c'est quelque chose qu'on essaiera de faire vraiment le plus souvent possible en fait. S'il y a des ratés, si certains repas ne sont pas parfaits, c'est pas grave et c'est normal, la vie ne peut pas être parfaite sur tous les repas. Mais on essaye le plus souvent du coup de composer ce repas avec 4 composantes. La première de ces composantes, ça va être une source de glucides. Donc dans un repas lambda, la source de glucides première, ce sera les féculents. Donc les féculents, c'est les pâtes, le pain, les pommes de terre, le riz, etc. On va avoir aussi tout ce qui est légumineuse, donc les lentilles, les haricots rouges, haricots blancs, pois chiches, etc. Et forcément une source de glucides, on va avoir les produits sucrés. Donc les glucides, produits sucrés, ça va être là plutôt les glucides simples, ce qu'on appelait avant les sucres rapides. Maintenant, on parle plutôt de glucides complexes et de glucides simples plutôt que de sucre lent et sucre rapide. Mais grossièrement, c'est la même chose. La deuxième composante qu'on va essayer d'avoir, ça va être forcément les légumes. Ça, on en parle toujours quand on parle de composer une assiette équilibrée. Ça serait essayer d'avoir des légumes. Ça sera votre source de vitamines, de minéraux et de fibres pour avoir un bon transit. Et là, on essaie de varier sur toutes les sources. Donc, ne pas manger tout le temps la même chose, pas que des carottes ou autre, parce que une carotte n'apporte pas la même chose qu'un brocoli et inversement. Donc, et on varie la façon de les manger, donc du cuit, du cru. Ça, c'est en particulier pour tout ce qui est vitamines. Donc, les vitamines C, par exemple, ne sont pas du tout... je pense que vous avez tous déjà fait l'expérience de couper une pomme en deux et elle commence à brunir si vous laissez la première moitié de côté. Ça, en fait, c'est la vitamine C qui s'oxyde et c'est parce qu'elle tient pas du tout ni à l'air, elle tient pas à la chaleur non plus. Donc, tout ce qui est cuit est beaucoup plus pauvre en vitamine C. Donc voilà, tout l'intérêt de passer sur du cru de temps en temps, que ce soit en légumes ou en fruits. La troisième composante, une source de protéines. Donc là, on va être soit sur du animal, soit sur du végétal. Donc voilà, le poisson, la viande, les œufs, etc. Et sur le végétal, en fait, on repart sur les légumineuses. Donc toutes les lentilles, les haricots rouges, haricots blancs, pois chiches, etc. Donc les légumineuses, en fait, ont du coup 2 casquettes. Donc ça peut être soit votre source de féculents, soit votre source de protéines. Ça, les deux, c'est du bonus. Et la quatrième et dernière source, c'est les matières grasses. Les matières grasses, même si on veut perdre du poids, même si on a des soucis, il en faut. C'est hyper important pour tout ce qui est soucis ou pas d'ailleurs, juste tout ce qui est hormonal. On essaye d'avoir des matières grasses à chaque repas. Ça va être les matières grasses tout bêtement pour la cuisson de votre viande ou pour l'assaisonnement de votre salade ou autre. C'est pas, on rajoute pas la plaquette de beurre à côté, c'est dans votre repas, intégré aux 3 autres composantes, on a des matières grasses. Et je parle pas des produits laitiers dans les 4 composantes qu'on doit avoir absolument à chaque fois, puisque c'est pas une obligation d'en avoir à chaque repas. Les besoins pour un adulte de plus de 25 ans, c'est de 1 à 2 produits laitiers par jour. Donc c'est pour ça que si on a par exemple un yaourt au petit déjeuner et puis on prend un dessert, un bout de fromage, on a nos 2 produits laitiers par jour. Donc c'est pas forcément à chaque repas. Ça dépend toujours des cas, ça dépend toujours des objectifs, toujours pareil. Tout ce que je vous dis là, il faut vraiment retenir que c'est des conseils globaux pour la population globale. C'est pas... je vois qu'est-ce que c'est les AGS. C'est les acides gras saturés. C'est vrai que je l'ai pas précisé. Les acides gras saturés, c'est les mauvaises graisses, si on peut dire ça comme ça. Je mets des gros guillemets parce qu'elles sont pas si mauvaises que ça, il en faut quand même. Mais c'est celle, en fait, quand vous avez une étiquette, vous avez matière grasse, dont acides gras saturés. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, dont acides gras saturés, c'est ce qu'on va essayer de limiter un petit peu. C'est moins intéressant, c'est les moins bonnes graisses. Ce qui va être plutôt bonne graisse, ça sera tout ce qui est vraiment bonne source d'oméga 3, donc le saumon, les huiles de noix, de noisettes, etc.
Les acides gras saturés, on va les retrouver dans le beurre, dans les produits laitiers, justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas en abuser non plus, dans l'huile de coco, dans les crèmes fraîches, etc. Donc ça, on limite un petit peu. C'est ce qui sera précisé de toute façon sur les étiquettes, c'est le seul qui est précisé d'ailleurs des acides gras. Donc ça sera celle-là. Et pour les produits laitiers, ça dépend. Surtout les femmes, oui, après plus de 70 ans et surtout plutôt après la ménopause, en fait, on a les risques d'ostéoporose pour les femmes qui est plus élevé que chez les hommes. Donc on peut passer à plutôt 2 à 3 produits laitiers par jour. Ouais. Mais ça, pareil, toujours à voir en fonction de vous, de vos problèmes, posez la question à votre médecin si jamais vous avez un doute. Mais c'est les recommandations globales. Hop. Du coup, on a bien fait de partir sur les questions puisque c'était la fin, je repasserai après. Est-ce que dans l'onglet questions, si vous avez des questions, hop, cela je viens de répondre à 2-3 questions. Sur ce premier chapitre, juste de l'équilibre alimentaire, retenez bien de toute façon que c'est les besoins globaux de la population globale et les conseils généraux. Et c'est ce qu'on essaye de faire le plus souvent possible. Encore une fois, s'il y a un souci, si c'est pas faisable d'avoir une fois de temps en temps des légumes à un repas, c'est pas grave, c'est normal. Voilà. Hop, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, sachant que, voilà, s'il y a des questions qui viennent plus tard, n'hésitez pas, on pourra y revenir après, tout à la fin. Hop, on va passer à la suite, du coup, s'il n'y a pas de plus de questions que ça. Hop, donc, le deuxième chapitre. Bien choisir ses aliments. Les pièges, surtout, en fait, à éviter. Le but, c'est vraiment d'avoir des aliments qui sont plus qualitatifs. Hop. Première, je vais vraiment faire comme pour les assiettes. On va essayer de décomposer sous notre assiette. Donc, première chose, comment bien choisir ses fruits et ses légumes. La première chose, ça va vraiment être de choisir des fruits et légumes de saison. Pourquoi ? Parce que ils ont moins voyagé, ils sont donc de meilleure qualité, puisque le voyage va beaucoup inclure des chocs, du réfrigération, etc. Je réponds juste du coup pour les produits laitiers végétaux. Non, ils n'ont pas les mêmes propriétés parce qu'ils sont beaucoup moins riches en calcium. Donc, faut pas tomber dans ce piège un petit peu de marketing, de dire en fait on parle de boisson végétale en vérité et pas de lait végétal, puisque c'est pas réellement du lait. Donc ça a des bonnes, c'est pas nul, hein, faut pas, et pourquoi pas, mais il faut pas partir du principe que ça remplace tous vos produits laitiers, notamment en matière d'apport en calcium. Faut-il arrêter de manger du thon ? D'après Foodwatch, trop de mercure. Alors le thon, oui, en fait c'est le problème des gros poissons, c'est pas que le thon, c'est les gros poissons. En fait il y a un souci de métaux lourds en effet. C'est pas arrêter, c'est juste ne pas manger que ça, quoi, tout simplement. Faut varier, comme toujours pareil, en fait toujours varier, ne pas manger tout le temps la même chose, mais pas arrêter de manger. Pas manger uniquement du thon, ça par contre, oui, c'est sûr que ça va lier. Donc, je reprends du coup sur les fruits et légumes. Donc, de saison, en effet, l'empreinte carbone sur les longues distances, ça joue. En plus, c'est pas super bon pour la planète, mais surtout niveau qualité, fruits et légumes, c'est bien mieux. On va pas se mentir. Au niveau du goût, c'est quand même aussi généralement meilleur. Le problème en fait des fruits et légumes qui seraient pas soit d'ici, soit de saison, c'est qu'ils ont été cueillis du coup dans un autre pays, on va dire par exemple. Et pour qu'ils tiennent le voyage, ils ont été cueillis avant maturité. Donc en fait, le problème d'être cueillis avant maturité, c'est que toutes les vitamines et minéraux n'ont pas encore été totalement développés. Donc le fruit en contient beaucoup moins, donc moins intéressant forcément. Donc on essaye quand même de varier, de privilégier tout ce qui est circuit court pour limiter le transport et avoir une meilleure qualité en général. Après la question qui revient souvent, c'est est-ce que je prends du frais, il paraît que c'est le meilleur, etc. Mais au niveau du budget, c'est plus compliqué. Alors, ce qui est sûr, c'est que oui, le frais va être de très bonne qualité, s'il est fait dans les bonnes conditions et prix de saison, etc., ça va être de bonne qualité. Après, par contre, en effet, le prix au kilo peut être un petit peu plus élevé. Ça dépend toujours pareil, des légumes, de où est-ce que vous l'achetez, etc. Mais la solution à ça, c'est le surgelé. Le surgelé, on est sur la quasi même qualité, en fait, qu'un légume frais pour un produit qui sera moins cher. Je vous ai mis là plusieurs fois, les petits prix au kilo. On est sur quelque chose de intéressant du coup dans le budget et en plus niveau qualité on est bien. Plus il y a aussi un intérêt quand même qu'on va pas négliger, c'est que très souvent par exemple les courgettes sont déjà coupées en rondelles. Donc en fait c'est un gain de temps en plus de ce côté-là. Après on va pas se mentir, au niveau gustatif c'est pas la même chose. Il y a des produits pour lesquels ça va passer, d'autres pour lesquels ça passera moins parce qu'on sent vachement plus la différence ou autre. Mais faut pas partir du principe que comme c'est surgelé c'est moins bon.
En vrai, c'est très très bien. Moi, je valide totalement. Pour ce qui est des conserves, c'est moins bon. Toujours pareil, c'est pas à jeter. À chaque fois, je dis que c'est moins bon, c'est juste moins intéressant nutritionnellement, mais c'est pas grave si on en mange de temps en temps. C'est juste qu'en fait, le problème, si on peut dire ça comme ça, des conserves, c'est que le liquide de conservation va s'échanger avec le liquide du fruit ou du légume qui est à l'intérieur. Donc, quand il y a cet échange-là, il y a une sortie des vitamines et des minéraux. Donc, on perd un petit peu en qualité intérieure du légume ou du fruit. On en a un petit peu moins. Donc c'est moins intéressant. Après, ça dépanne. Clairement, il faut pas se priver non plus. Si vous adorez les haricots verts en conserve par rapport aux frais, et ben mangez des haricots verts en conserve. Oui, c'est mieux de les rincer. C'est mieux de rincer les légumes en conserve. De toute façon, c'est écrit dessus généralement sur les étiquettes, mais c'est pas plus mal d'enlever, voilà, de rincer les. Parce que en fait, malheureusement, d'ailleurs, c'est un peu bête, mais c'est mieux de les rincer. Sauf que les vitamines qui se sont échangées sont dans ce liquide de conservation, mais ils se consomment pas. Donc c'est dommage, il faudrait le boire. En fait, il faudrait tout avoir, mais ça serait pas très bon pour la santé, ça, pour le coup. Hop. Donc ça, c'est pour les fruits et légumes. Donc on part du principe que voilà, pour choisir des aliments de qualité, on prend vraiment circuit court de qualité en prenant soit du frais, soit plutôt du surgelé si jamais on n'a pas, pas les moyens ou pas l'envie de prendre du frais. Pour ce qui est des féculents, ça va être le même principe, ça va être de varier les sources. On essaye de varier le type de féculents. Donc déjà, intra-féculents, si je peux dire ça comme ça, donc pas uniquement des pâtes. Manger des pommes de terre, des patates douces, de la semoule, du riz, des légumineuses de temps en temps pour changer un peu des juste féculents aux céréales. Et dans les pâtes, par contre, par exemple, du coup, d'essayer de varier aussi là-dedans, de ne pas prendre que des pâtes blanches et prendre des pâtes complètes, par exemple. Souvent, on part du principe que les pâtes complètes, c'est cher, etc. Je vous ai mis du coup un exemple de prix, donc exactement la même marque, exactement la même pâte. Simplement, il y en a une blanche et une complète. On est un petit peu plus cher en effet, mais on part de quelques centimes. Là, pour le coup, on est à 0,75 contre 0,99. Donc voilà, on n'est pas sur une grosse différence, ça peut rentrer dans un budget, je pense, pour varier de temps en temps. Après, c'est sûr que c'est une question de goût, c'est un petit peu plus rassasiant, mais c'est plus intéressant, parce que c'est plus riche en fibres, c'est plus rassasiant également. Donc voilà, c'est du bonus, et de temps en temps, en prendre un petit peu, c'est pas plus mal. Le semi-complet, ça marche aussi complètement. Pour Martine Rochereau, les courgettes, en fait, ça dépend de votre degré, si vous en avez. Ça, je vous invite à vous rapprocher d'un professionnel pour le coup de ça, mais ça peut être utile, ouais. On essaye d'avoir des produits plutôt bruts, donc tout ce qui va être pain de mie, par exemple, qui du coup rentre dans la case des féculents, hein, c'est du pain. On essaye quand même de le limiter, si ce n'est, je vais pas dire supprimer, parce que c'est pas dans mon vocabulaire, on va dire, de supprimer des choses, parce qu'il y a rien qui est interdit. Mais c'est pas très intéressant, c'est souvent un peu salé, assez sucré pour quelque chose qui n'est pas très rassasiant. Par rapport à du pain classique, on va dire, autant prendre du pain tout lambda. C'est sûr, ça a un intérêt puisque ça se garde mieux, mais j'ai envie de vous dire, là, vous achetez un pain tranché, vous le congelez, hop, vous le ressortez le matin, un petit pot grille-pain, et vous avez du pain frais. Tout à fait, celui qu'on fait à la maison est très bien aussi. Donc voilà, il faut vraiment retenir que les produits blancs, c'est pas mauvais, hein, comme je l'ai mis sur la diapo, mais ils sont juste moins intéressants, mais ils sont pas du tout à jeter. Hein. Si ça peut vous rassurer, je ne mange que des pâtes blanches parce que je n'aime pas les pâtes complètes. Comme ça peut vous faire déculpabiliser si c'est utile. Le maïs, ça dépend. Ça dépend si vous le mangez en conserve ou. Mais moi, je le mets dans les légumes quand il est en conserve. Hop. Alors, ensuite, pour choisir ses sources de protéines. Donc là, les sources de protéines, très souvent dans le budget, c'est ça qui fait vraiment monter la case. Mais pour en choisir quand même des qualités, on va être sur un contexte vraiment de santé, sur des viandes plutôt blanches que rouges. Les viandes rouges ne sont pas interdites. Encore une fois, il n'y a rien qui est interdit. On est plutôt, par contre, sur des recommandations de 1 à 2 viandes rouges par semaine. Pas plus. Après, on mange plutôt poulet, dinde, des œufs, du poisson, du jambon, enfin voilà, des viandes pas rouges en fait, tout simplement. Pourquoi ? Parce que du coup, encore une fois, dans le contexte de essayer de limiter les acides gras saturés, donc les AGS, les viandes rouges en sont plutôt riches, donc on essaye de ne pas en avoir trop dans la semaine. Voilà, tout simplement. On varie du coup, ça les rattrape, hein, les sources et les types, donc pas tout le temps manger que du jambon, mais voilà, varier un petit peu. Et on pense aux poissons, notamment aux poissons gras. Les poissons gras, on va avoir le saumon, les sardines et le maquereau. En conserve, ça marche aussi, hein. Parce qu'ils sont très riches en oméga 3 et on a tendance, je crois que c'est
plus de 80% de la population qui est carencée en oméga 3 parce qu'on mange pas assez de poissons, tout simplement. On n'est pas une population en France qui mange énormément de poissons, malgré le fait qu'on ait pas mal de côtes, voilà, on n'en mange pas suffisamment, donc il y a une carence qui est faite dans notre population. Ça se fait aussi, si vous n'aimez pas forcément le poisson, par exemple, ça peut être via des huiles, tout ce qui est huile de noix, huile de lin, etc. Ça, c'est riche en oméga 3, donc c'est des huiles qui sont très intéressantes et qui changent surtout. Donc c'est toujours pareil, mais ça, j'y reviendrai juste après. Et pour respecter le côté budget, on n'hésite pas du coup à aller vers les protéines végétales. Là, vous voyez, je vous ai mis des haricots rouges. On est sur du 2,70 au kilo. Par rapport à une viande rouge, on serait sur du, je pense, 14 € le kilo, suivant où on la prend. Voilà, on a de l'intérêt quand même à faire de temps en temps des repas végés. C'est pas pour autant qu'on doit devenir végétarien, hein, ceux qui sont pas du tout là-dedans ou qui n'aiment pas trop, mais de temps en temps, faire ne serait-ce qu'une à deux fois par semaine un repas végétarien, c'est plutôt intéressant. Attention au petit piège, par contre, quand on est sur un repas végé comme ça, du coup, en remplaçant les protéines végétales, enfin les protéines animales, pardon, par des protéines végétales, on part pas du principe que puisque ils ont cette double casquette, nos légumineuses, d'avoir et des féculents et d'être des protéines, on essaye d'avoir quand même des féculents, mais du coup céréaliers à côté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, votre viande, elle a cet avantage d'apporter tous les acides aminés nécessaires à votre corps. Les acides aminés, c'est des petites chaînes, en fait, c'est ce qui compose les protéines. Et en fait, la viande les apporte tous, tout ce nécessaire pour le corps qui n'est pas capable de les fabriquer. Malheureusement, les protéines végétales n'en apportent qu'une partie. Mais on a cette chance, c'est que tout ce qui est féculent céréalier, donc les pâtes, le pain, etc., apporte l'autre partie. Donc en fait, en ayant ces deux choses-là, vous apportez exactement la même chose qu'une viande toute lambda. Donc c'est juste, voilà, faut pas tomber dans ce piège de ça, la double casquette, je mange que des lentilles avec une salade et c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Tout simplement. On fait attention par contre à tout ce qui va être un peu le marketing justement autour du végétarien et qui pousse un peu à aller voilà, sur des aliments qui restent finalement ultra transformés. Tout ce qui est steak végétarien, les saucisses végétales, etc. Ça reste de l'ultra transformé, donc c'est valable aussi bien sûr pour le reste en non végé, les cordons bleus, les nuggets, le pain de mie rentre dedans par exemple, même si on n'est pas dans les viandes. Tout ça on essaye de le limiter parce que voilà, c'est souvent trop riche en graisse, trop riche en sel, trop transformé. En fait, c'est même plus, on reconnaît même plus de viande en fait finalement ce qu'il y a dedans, donc on fait attention à ça. Voilà pour les protéines et pour les matières grasses. Donc, je vous en ai parlé juste avant. Les matières grasses à privilégier, on va essayer de faire celles qui sont plutôt riches en oméga 3 et du coup, plus surtout, pauvres, très peu pauvres en AGS, en acides gras saturés. Donc, dans les huiles, on va avoir toutes les huiles de colza, lin, tournesol et l'huile d'olive. On va avoir tout ce qui est, du coup, ça en fait partie. Si on a de l'huile de noix qui rentre dans cette case, la noix, elle seule aussi, marche très très bien. Donc les oléagineux, les noix, les noisettes, les amandes, les pistaches, etc. On va avoir les graines de courge, graines de chia, et du coup les poissons gras, saumon, maquereau et sardines. Je vous ai mis en fait un petit comparatif. Donc ça, je suis allée moi-même juste au supermarché, j'ai pris les étiquettes et j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait au niveau des huiles. Donc j'ai pris que des huiles d'olive. Et je vous ai fait un petit comparatif prix, pourcentage en matière grasse et acide gras saturé. Pourquoi j'ai mis le pourcentage en matière grasse ? C'est parce que je trouve ça intéressant, puisqu'une matière grasse, c'est censé être 100% de lipides, donc 100% de matière grasse. Et pourtant, on en a, vous voyez, la Carapelli ou la Eco Plus, on est à 91%. On ne sait pas ce qu'il y a d'autre. Sinon, moi, je ne sais pas, je vois pas pourquoi il n'y a pas 100%. Donc, on fait attention à ça, puisque là, on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans, du coup. Et sur les acides gras saturés, vous voyez, par exemple, je prends l'exemple de l'Eco Plus, j'ai mis en vert les mieux, on va dire. L'Eco Plus, c'est la seule qui en a que 12%. Alors après, il faut voir, c'est que du coup, dans les 92%, on ne sait pas trop ce qu'il y a d'autre. Donc, est-ce que c'est vraiment mieux ? Voilà. Le juste milieu est à trouver, mais c'est juste pour vous rappeler qu'en fait, c'est pas parce que c'est de la marque que ça va être forcément meilleur, en fait. Faut pas tomber dans ces pièges-là, toujours très marketing, en fait, pour ça. Hop. Donc voilà, en résumé, on essaye de privilégier pour vraiment choisir des aliments de qualité, des listes d'ingrédients qui sont plutôt courtes, parce que ça évitera justement tout ce qui est ultra transformé, les produits qui sont bruts, de saison et plutôt en circuit court du coup. Et on note bien que du coup, le surgelé pour tout ce qui est légumes et fruits par exemple, c'est une très bonne alternative, la qualité reste vraiment intéressante. On fait attention aux produits ultra transformés, que ce soit en végétal ou non. Et du coup, on note bien qu'un produit de marque, c'est pas forcément égal à un produit de qualité.
On regarde pour ça, c'est très simple. Hein. Vous regardez l'étiquette. Si la liste d'ingrédients est plutôt courte, qu'il y a des choses que vous comprenez, il y a ça aussi, que c'est pas juste des chiffres et des lettres. Normalement, c'est que c'est plutôt correct. Donc, voilà. Pour l'huile à privilégier, parce qu'il me semble que voilà, j'ai pu dire à peu près ça. Donc on passe aux questions. Hop. Alors, avec quel aliment s'utilise l'huile de lin? Ça, vous pouvez le prendre en assaisonnement, par exemple sur une salade, ça peut se manger cru. Et les noix, peut-on au maximum combien on peut manger au maximum? Ça, bon, alors c'est toujours pareil, ça dépend de vous, de tout le monde. Faut pas en abuser non plus parce que les noix encore, enfin oui, si, non, ça marche aussi. C'est que ça reste du gras, en fait. Ça reste des choses grasses. Donc c'est intéressant certes parce que ça vous apporte du bon gras, mais c'est comme tout, faut pas en abuser. Donc sur les oléagineux, donc ça inclut voilà les amandes, les noix de cajou, etc. En fait, on parle d'une petite poignée par jour. Donc alors c'est sûr que vos noix c'est sans la noix, hein, bien sûr, pour compter la poignée, mais c'est une petite portion vraiment par jour et pas plus. Faut pas se dire oh bah c'est bon, j'en mange comme ci comme ça, alors que voilà ça peut aller très vite mine de rien dans le décompte après. Des calories et surtout des lipides. Quelle a eu l'huile privilégiée pour la cuisson? L'huile d'olive, clairement. Sauf si c'est une huile d'olive, alors on s'entend, hein, pour ceux qui sont les spécialistes de l'huile par exemple, c'est l'huile d'olive qui n'est pas extrêmement bonne en goût et qui se mange crue, parce qu'il y en a qui sont tellement bonnes, on va dire, qui se mangent crue. L'huile d'olive classique pour la cuisson, c'est très bien. Alors, je remonte juste, lorsqu'on a de l'ostéoporose avec risque de fracture, les produits laitiers sont-ils suffisants pour un traitement obligatoire? Alors ça, je vous invite à vous rapprocher de votre médecin, parce que pour le coup, je suis pas en aptitude de vous dire ça, je ne vous connais pas, je ne sais pas exactement comment vous mangez, ni votre situation, donc rapprochez-vous d'un médecin. Et votre médecin va dire que le surgelé n'était pas bon. Alors ça dépend quel surgelé en fait, je pense que c'est toujours pareil, c'est les plats surgelés par exemple, non, là c'est sûr ça reste du plat préparé, donc pas très intéressant nutritionnellement, mais pour tout ce qui est légumes, fruits et légumes, ça pour le coup il n'y a aucun souci. Hein. Pour les poissons par exemple, après c'est plus en termes de qualité, gustativement, qu'à la limite on va retrouver des soucis je pense, enfin des soucis, c'est pas pareil, mais en termes de qualité... Que penser de l'huile de pépins de raisin? Je connais pas. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas. Aucune idée. Désolée. L'huile d'un sarsane, mais elle se mélange avec la vinaigre et la moutarde. Oui, bah c'est ça, vous pouvez le mélanger. Après, vous testez, de toute façon, ça dépend des goûts de chacun. Hein. Si vous nous aimez, pourquoi pas. Si ça peut se faire très bien, une vinaigrette avec de l'huile de lin, il n'y a aucun souci pour ça. Ça change. C'est plutôt pas mal. Hop. On dit que le pain blanc fait grossir. Alors, très bien, merci pour cette question, j'adore cette question. Il n'y a aucun aliment qui est capable de faire grossir, en fait. Le pain blanc ne fait pas plus grossir qu'un autre pain ou qu'un autre aliment. Ce qui fait grossir, c'est le total sur la journée. C'est-à-dire que si vous dépensez moins que ce que vous apportez, bah forcément, vous allez prendre du poids. Un pain blanc, c'est comme les féculents le soir. J'anticipe si la question va se poser. Les féculents le soir ne font pas grossir. Ce qui fait grossir, ou en tout cas ce qui fait, c'est plutôt l'inverse, c'est ce qui fait perdre du poids quand on supprime les féculents le soir, c'est le mot que je viens d'utiliser, c'est le mot supprimer, c'est-à-dire qu'on a supprimé une portion, donc en fait dans l'apport calorique de toute la journée, on a enlevé en fait, donc on a diminué cet apport calorique, donc ça peut engendrer une perte de poids. Si on remplaçait, si cette portion de féculents qu'on a enlevé le soir, on la mettait le midi, il n'y aurait pas de perte de poids en fait, on serait toujours sur le même total. C'est tout bête hein, ce que je vais dire, mais une pâte, elle sait pas lire l'heure. Hein. Elle voit pas quand il est midi ou 20h. Elle vaut autant de calories, peu importe l'heure qu'il soit. Donc, le pain blanc ne fait pas plus grossir, c'est vraiment l'ensemble qui peut éventuellement faire grossir, mais il fait pas plus grossir que ça. L'huile de chanvre est très bonne pour les oméga. Oui, l'huile de chanvre, c'est pas si mal, ouais. Hop, je pense qu'on a fini. Je vois personne qui est en train d'écrire, donc on a fini sur cette petite partie-là. Tac. S'il y a d'autres questions, je vous invite à les écrire. J'essaierai de revenir dessus, il n'y a pas de problème. J'essaie de voir juste si j'ai pas loupé de questions quand même. Hop, ça m'a l'air bon. N'hésitez pas pour les questions à les poser dans l'onglet questions, comme ça c'est plus facile pour moi limite de les retrouver. Le chocolat noir, j'en mange 2 ou 3 carrés par jour. Bon, non. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, c'est toujours pareil. Tant que c'est pas dans l'abus, que vous mangez pas la tablette entière tous les jours, il n'y a aucun souci. Hein. C'est toujours pareil. Tout est une question et de fréquence et de
de quantité, enfin d'équilibre avec votre vie ou autre. Moi, je vous connais pas, je sais pas ce que vous mangez exactement, donc pourquoi pas. Une diététicienne m'a plutôt recommandé de cuire avec de l'huile de sésame car l'huile d'olive ne peut se chauffer au-dessus de certains degrés. Pas forcément. En fait, ça, sur une poêle, par exemple, ça va pas monter à une huile, enfin une température extrême. Donc, sur une cuisson au four, par exemple, oui, ça dépend ce que vous faites cuire de toute façon. Mais, enfin, voilà, c'est pour cuire une viande, par exemple, il n'y aura pas de souci. On passe pas sur des degrés extrêmes qui décomposeraient, si on peut dire ça comme ça, l'huile d'olive. Hop. Alors, la partie 3, maîtriser son budget, parce que c'est quand même le sujet. Alors, je fais attention, mais le pain et la soupe, légumes sont souvent un de mes repas principaux. Et parce qu'il va vous manquer, du coup, puisqu'on a vu comment composer son assiette, ça va être une source de protéines. Puisque vous avez votre pain, ça va être vos féculents, la soupe de légumes, du coup, c'est vos légumes. Il manque, hop, la petite troisième question, la petite troisième composante, c'est les protéines. Et du coup, matière grasse, suivant ce que vous mettez dans votre soupe, ça peut être dedans ou pas, ça dépend si c'est vous qui la faites ou pas, mais voilà. Il vous manque des choses, du coup. Mais ça, c'est sur un repas, ça dépend. Si c'est régulier, il faut faire attention, il faut essayer de se rajouter une petite source de protéines. Hop. Alors, minimum 70% le chocolat noir, il me semble. Ça, clairement, c'est aussi celui que vous aimez. Hein. Si c'est 2 chocolats de temps en temps, enfin 2 carrés, pardon, de temps en temps, c'est pas ça qui va changer tout, quoi. Voilà. Alors, maîtriser son budget. Attention aux bonnes affaires, aux fausses bonnes affaires et comparaison du plat maison. La règle d'or, quand on veut faire attention à son budget, c'est de ne pas tomber dans les pièges, en fait, marketing, hein, toujours pareil, et donc de faire attention au prix au kilo. Je vous ai mis deux techniquement. Un exemple juste, ça que j'ai pris moi dans mon supermarché, des poireaux, par exemple, les poireaux qui étaient attachés en botte, donc il y avait 1 kilo, on est à 1,99 le kilo, alors que le poireau tout seul, tout simple, on est à 1,75 € le kilo. Donc finalement, alors que c'était en groupe, et on a tendance à dire oui, quand c'est en grand format, le prix au kilo est moins cher, et ben là, ça ne se traduit pas pour ça sur les poireaux en tout cas, c'est pas le cas partout, hein, bien sûr. Et je vous ai remis un autre exemple avec les, du coup c'est des muesli de la marque Jordan's. On a un format, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention tout le temps. On a le format juste aux 4 noix classique, où en fait finalement le maxi format, je sais pas si vous voyez bien, j'espère que c'est assez grand quand même, est à 5,76 € le kilo, alors que le format classique, le petit format, est à 5,24 € le kilo. Donc finalement là le maxi format est plus cher au kilo que le format classique. Alors que, en effet, la version au chocolat noir juste à côté, on est à 5,16 € au kilo dans le grand format, ce qui est du coup moins cher que le format classique 5,85 €. C'est pas le cas du coup, comme vous voyez, pour tous les aliments, c'est pas le cas pour toutes les marques, donc faut vraiment faire attention à ça. Le prix au kilo, c'est vraiment la règle d'or. C'est sûr que sur le coup, ça peut faire plus cher du coup d'acheter un truc en grand format, puisque sur le coup, le prix est moins cher. Normalement, vous en achetez plus, mais au kilo, ça revient moins cher. On fait attention aussi aux têtes de gondole. C'est souvent là qu'on a le côté marketing où ils peuvent nous mettre un petit peu tout. C'est pas forcément à chaque fois mauvais, hein. Attention, faut mesurer ce que je dis, mais ça peut arriver quand même. Enfin, c'est assez souvent quand même qu'ils vont vous mettre des produits qui paraissent moins chers, enfin qui sont en tout cas présentés pour être moins chers. Et puis finalement, si vous êtes dans le rayon classique où vous avez tous les produits côte à côte, vous n'avez pas plus cher en tout cas à côté que ce qui est présenté. Hop. Alors, qu'est-ce que je pense? Fromage de chèvre ou emmental et yaourt nature sont des protéines. Oui, les produits laitiers sont des protéines. C'est une source de protéines et de matière grasse. Donc pour le matin, par exemple, si vous mettez une matière grasse au petit déjeuner, avoir des produits laitiers, c'est très bien. Et qu'est-ce que vous pensez du skyr? Alors c'est skyr, j'imagine, protéines, zéro matière grasse. Et pourquoi pas? C'est très bien. C'est une bonne source de protéines, donc c'est une bonne source. Toujours dans la case maîtriser son budget, on n'hésite pas du coup, puisque c'est quand même régulièrement moins cher au kilo d'acheter en gros, à acheter du coup des grosses quantités et à faire des conserves. Vous allez retrouver normalement dans Apps, je ne sais pas exactement où c'est, dans partage de fichiers, un document avec juste tout simplement pour faire ses conserves soi-même. Ça peut être intéressant quand vous achetez, je sais pas, des oignons ou des carottes par exemple, vraiment grosse quantité, donc du 5 kg par exemple, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir les garder dans votre frigo comme ça sans rien faire. Donc il faut les conserver. Vous avez la solution aussi de les congeler.
déjà coupées, par exemple. Ça peut être une solution qui se fait assez facilement, mais c'est pas la qualité, mais la texture sera pas forcément la même une fois surgelée, ou de faire du coup en conserve. Ça, après, ça va vraiment, je peux pas vous donner pour tel ou tel aliment comment le faire, puisque ça va vraiment dépendre de tous les aliments que vous faites. Vous pouvez les faire en confiture, en purée ou autre. Enfin, à vous de trouver aussi vos recettes avec les aliments que vous aimez, parce que je peux pas tout énumérer, il y en a beaucoup trop. Et on n'hésite pas aussi à utiliser les astuces de grand-mère pour limiter tout ce qui est gaspillage. Une salade qui se défraîchit un petit peu, par exemple, il y a cette astuce de la faire tremper dans une eau qui est vraiment très froide avec un peu de citron. Et elle reprendra, alors elle ne deviendra pas aussi fraîche que quand elle a été cueillie, bien sûr, hein, mais elle redeviendra un petit peu plus colorée et elle aura une texture un peu plus intéressante que quand elle commence à faner un petit peu. Et par exemple, un plat, si vous avez eu la main un peu lourde sur les épices ou sur le sel, vous faites tremper une pomme de terre crue, du coup épluchée, elle va absorber les excès. Vous l'enlevez bien sûr avant de servir. Et voilà, ça va enlever un petit peu, ça va pas être magique non plus, hein, mais ça enlève toujours un petit peu du sel ou des épices en trop. Pour la salade un peu défraîchie, contrairement à ce que l'on pense, il est bon de la faire tremper dans de l'eau tiède. Ça marche bien aussi. Et ben, merci pour l'astuce. Je connaissais pas forcément je pensais pas sur de l'eau tiède, mais du coup, à tester. Hop, alors j'ai pas la question autour de la lactofermentation, je sais pas quelle est la question. Hop, là je vous donne aussi quelques astuces du coup sur maîtriser son budget. Donc c'est des astuces qui sont à prendre. Ça dépend en fait toujours déjà où est-ce que vous habitez, ce que vous avez autour de vous. Voilà, toujours pareil, c'est à adapter à vous, à votre situation, hein. Mais il faut pas hésiter en fait à faire les fins de marché. Alors c'est un truc que je donne beaucoup aux étudiants qui sont généralement dans les grandes villes, donc il y a des marchés qui sont plus souvent dans plusieurs quartiers, donc ils ont peut-être plus l'occasion de le faire. Mais ça marche pour tout le monde finalement. Ne pas hésiter à faire les fins de marché. En fait, pourquoi ? Parce que les marchés ont des produits qui ne tiennent pas infiniment. Donc ils sont forcément des produits au bout d'un moment, par exemple des fruits ou des légumes, qui vont commencer à arriver à maturation un peu trop mature en fait justement pour pouvoir être revendus le lendemain par exemple, ou enfin en tout cas le prochain marché. Donc ils peuvent vous les laisser à prix un peu plus réduit sur la fin du marché pour s'en débarrasser en fait techniquement. Ils seront à manger le jour même si on les veut vraiment très bons, mais voilà, faut pas hésiter à partir là-dessus. Il y a des enseignes aussi, alors soit des rayons suivant les magasins, il me semble, je suis pas sûre, hein, mais il me semble que Intermarché, en tout cas certains Intermarchés ont des rayons légumes moches. Sinon, il y a des enseignes vraiment spécialisées là-dedans qui font des rayons. Donc les légumes moches, c'est pas des légumes qui sont moins bons, hein, c'est juste que en fait visuellement ils sont un peu tordus, un petit peu cabossés, un petit peu abîmés. Pas moins bons en termes de qualité, ça reste des légumes tout à fait normaux, ils sont juste moins beaux. Et du coup, généralement, ces enseignes-là les bradent un petit peu, les mettent en tout cas à des prix moins chers que les légumes classiques, les fruits et légumes, hein, bien sûr, j'ai noté légumes, mais ça marche pour les fruits. On fait attention, par exemple, aussi aux rayons où il y a des dates courtes. Souvent, on va avoir un petit rayon dans les supermarchés. Il y a aussi des enseignes qui sont spécialisées là-dedans. Toujours pareil, ça dépend de votre ville. Il y en a beaucoup. Donc, pourquoi pas regarder dans ce type de rayon-là. Donc là, ça va pas être forcément pour les fruits et légumes, pardon. Ça va être sur des viandes, du pain, ça dépend vraiment de ce que vous avez pour le coup dans votre supermarché ou autre. On privilégie, si on peut, c'est toujours pareil, ça dépend de où vous êtes. Est-ce que vous avez des circuits courts en allant directement sur une ferme pour les viandes, par exemple, de chez le primeur pour vos fruits et légumes. Voilà, faut pas hésiter à se renseigner en fait de ce que vous avez autour de vous. Et voilà, ça fait un peu plus de déplacements, c'est sûr, mais au niveau de la qualité, on s'y retrouve vraiment. Et au niveau du prix, ça peut être très intéressant aussi. C'est souvent, par contre, sur les fermes, ça va être plutôt du gros, en fait. Donc, faut pas hésiter à congeler dans ces cas-là. Par exemple, si c'est de la viande, ça peut être plus intéressant. Du coup, achat au gros, puis mise en conserve, ça peut être une solution également. On se rabat aussi sur le surgelé, comme je l'ai dit, pour les fruits et légumes, puisque financièrement, c'est aussi intéressant tout en étant assez qualitatif. Et il y a aussi les applications Too Good To Go. Alors, les applications Too Good To Go ou Phoenix, c'est deux applications, il y en a d'autres, hein, je ne les ai pas tous listés. C'est des applications du coup dites anti-gâchis. Ça a des avantages et des inconvénients. Le gros avantage, c'est que vous avez des produits pour beaucoup moins cher. En fait, le principe, pour ceux qui connaissent pas, c'est que vous avez un panier, on va dire, équivalent, je sais pas, par exemple, un panier d'équivalent 12 €, vous allez le payer 4 €. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des dates courtes, justement, généralement. Voilà, c'est des produits qu'ils ont en trop.
le supermarché, ça peut être des boulangeries qui font ça, les supermarchés, etc. Il y a plein d'enseignes. Il y a les flunch. Enfin, il y a vraiment plein de choses sur ce genre d'application. L'inconvénient, c'est que vous savez pas ce que vous avez. Par exemple, s'il y a Carrefour qui fait beaucoup ça, Carrefour, vous pouvez vous retrouver, je dis un exemple tout bête, ça peut être 3 paquets de pain de mie, quoi. Donc là, 3 paquets de pain de mie en date plutôt courte, c'est sûr que bon, faut savoir quoi en faire, faut pas hésiter du coup à donner voilà aux amis, à la famille par exemple, s'ils en consomment, enfin ce genre de choses. Donc c'est intéressant, faut faire attention, faut pas prendre tout et n'importe quoi juste parce que c'est moins cher et du coup finalement ne pas les consommer. Donc le principe de l'anti-gaspi n'est pas très respecté, mais ça peut être intéressant. Et une des solutions aussi, toute bête, hein, bête et méchante, j'ai envie de dire, mais c'est faire sa liste de courses à l'avance, en fait. Avec plus ou moins les menus, comme ça, vous savez à peu près ce qu'il vous faut. Mais en fait, de savoir ce que vous devez acheter et voilà, vous faites vos rayons, vous prenez ce dont vous avez besoin, vous cassez pas la tête, en fait, presque à choisir, à réfléchir, et qu'est-ce que je vais prendre. Et en fait, on peut prendre facilement des choses dont on n'a pas besoin ou qu'on sait pas forcément comment le cuisiner ou avec quoi le faire et finalement ça traîne dans le frigo et puis en fait on le retrouve et hop, la date elle est passée. Voilà. C'est dommage. C'est très dommage. Alors, ramasser ses légumes économiques, oui, tout à fait. Ça peut être, c'est toujours pareil, en fait, ça dépend de ce que vous avez autour de chez vous. Il y en a qui ont des fermes où on peut aller ramasser, du coup ça coûte moins cher en effet. Mais oui, il y a de plus en plus de boulangeries qui... Et pour la fin de la phrase. Au marché, auparavant, il bradait, mais depuis l'impatient, il est rare. Alors oui, je dis pas que c'est le cas dans tous les marchés, je dis pas que tous les maraîchers le font, mais ça peut être une solution. Faut tester, en fait, de toute façon, si c'est un truc qui est faisable pour vous, faut pas hésiter, voilà, à passer en fin de marché, ça peut être intéressant. C'est des astuces, hein, c'est pas la solution miracle pour diviser par 2 votre ticket de course, hein, ça serait trop beau, mais c'est des petites astuces qui peuvent vite faire une petite différence quand même. On a un conseil du coup de Anne-Marie qui est très bon conseil à la sur de... Tout à fait, pour ceux qui le voient. Alors après, très forte pour mes menus, je ne cuisine pas beaucoup sauf des plats très simples. C'est pas grave hein, de faire des plats très simples tant qu'ils sont plutôt complets et qui arrivent de temps en temps. C'est ce que je donne comme objectif. Ça va être de plutôt aller sur du attendez, excusez-moi, je suis désolée. Je peux pas, je suis en... y a pas un coup là? Bah posez-le là. C'est ça? Oui. Donnez-le lui. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui arrive. Désolée, excusez-moi. Je disais oui, du coup, pour composer votre repas de manière un peu plus élaborée de temps en temps, faut pas hésiter en fait à vous donner un objectif, de vous dire 1 ou 2 fois par semaine, je vais faire un repas plus cuisiné, plus travaillé en fait, par exemple. Et voilà, vous gérez de temps en temps, vous cherchez une recette aussi, tomber sur des recettes qui vous plaisent. Faut pas hésiter à acheter des livres de recettes ou à traîner un petit peu sur Internet, trouver des recettes qui vous plaisent pour les tester en fait et de vous noter, voilà, vous mettez de côté quelques recettes que vous avez envie de tester et de temps en temps, quand vous avez le temps en fait, parce que c'est sûr que parfois on n'a pas le temps dans la semaine ou autre, on essaye de se dire allez hop, cette fois-ci je teste cette recette, j'ai le temps de la faire et du coup de faire un repas un peu plus travaillé, mais au quotidien de faire des repas simples, c'est pas un problème du tout, hein, ça faut pas du tout s'en vouloir là-dessus. Donc ça, c'était la partie maîtriser son budget. Je sais pas s'il y a encore des questions. Hop. Je crois que je suis assez remontée. Ah pardon, je vais aller dans l'onglet questions du coup. Alors, pour une personne... alors toujours pareil, je parle pour Cathy Bignon, du coup pour une personne de 53 ans après une ménopause et tout, etc. Ça, c'est des questions trop personnelles, en fait, je peux pas vous répondre comme ça. Le but, c'est vraiment de répondre sur le global et voilà, c'est trop... je vous invite, en fait, si vraiment vous avez beaucoup de questions, pour le coup, aller voir une diététicienne qui pourra être vraiment axée sur vos besoins à vous et ce sera plus simple. Le Skyr est-il une bonne alternative? Alors, je sais pas une alternative à quoi, mais en tout cas, c'est un bon produit laitier, du coup, riche en protéines, pas trop riche en matières grasses, donc plutôt intéressant. Donc, c'est une bonne alternative. Il faut surtout se faire plaisir, mais que cela ne soit pas une corvée. Tout à fait. Mais en fait, ça rejoint toujours le côté équilibre dans la vie. C'est
comme je dis, quelque chose peut vous correspondre à vous et pas à votre voisin. Peut-être que votre voisin adore cuisiner et faire des plats compliqués, si on peut dire ça comme ça. C'est vraiment son truc à lui. Et vous, non, et ben c'est pas grave. C'est tant que pour vous, ça vous va et que vos plats vous plaisent, il n'y a aucun souci. Est-ce que le tofu est mieux que les galettes soja? En fait, les galettes soja, ça va dépendre desquelles, ça va dépendre comment elles sont faites, mais ça peut tomber du coup dans l'ultra transformé, donc faut faire attention à ça. Le tofu, du coup, s'il est naturel, c'est très bien aussi. C'est une bonne alternative végétarienne pour le coup, pour aussi changer. Où est-ce qu'on peut trouver des recettes de bons plats végétariens ou un site qui propose des plats végétariens? Il y en a beaucoup. Là, pour le coup, vous tapez recettes végétariennes, vous allez vraiment, il y en a plein. Après, à vous de faire le tri, parce que c'est toujours pareil, c'est en fonction des goûts. Je sais pas si vous avez les réseaux sociaux aussi. Sur Instagram, par exemple, il y a beaucoup de comptes végétariens, en fait, on peut dire ça comme ça, qui sont très intéressants, qui proposent pas mal de recettes. Donc, faut pas hésiter si jamais vous avez, même sur Facebook, il y a pas mal de petites solutions plutôt intéressantes. Quelles sont les quantités de chaque catégorie protéines, légumes à manger par repas? Alors ça va dépendre des gens. Pour vous, je peux pas vous le dire parce que je ne vous connais pas encore une fois. Les proportions, ça dépend des gens, de vos besoins, de vos objectifs, de votre taille, de votre poids, de si vous faites du sport, si vous faites pas de sport. Voilà, je peux pas vous donner comme ça une quantité d'un produit en particulier à vous donner. Grosso modo, il faudrait quand même avoir une bonne portion de légumes. Globalement, c'est ce qu'on dit. On dit soit si vous êtes vraiment très sportif, par exemple, plutôt faire un tiers sur protéines, féculents et légumes. Si vous n'êtes pas très sportif ou du coup vous n'avez pas des gros besoins en énergie, plutôt faire moitié légumes et un quart entre protéines et féculents. Mais c'est c'est là comme ça, je pourrais pas vous dire. Comment cuisiner le tofu? Il y a plusieurs manières de le cuisiner. Pour le coup, vous pouvez le griller, vous pouvez le manger au four. Enfin, il y a plein de recettes sur Internet. Tout seul comme ça, c'est pas forcément, très bon. Ça dépend des goûts, toujours pareil, mais ça n'a pas grand goût. Donc, faut pas hésiter à trouver des recettes qui le travaillent un petit peu plus. Consommer de la margarine plutôt que du beurre, est-ce meilleur pour la santé? Pas forcément. Moi, je suis pas du tout de la team margarine à la place du beurre. Toujours pareil, c'est dans un contexte de personne lambda qui n'a pas de souci de santé. S'il y a un problème de cholestérol ou autre, n'écoutez pas, mais voilà, faites attention à ça. Mais la margarine n'est pas plus intéressante que le beurre, en vérité. C'est pas mieux. Vous ne parlez pas des œufs, pourtant ce n'est pas cher et 2-3 fois par semaine, c'est bien, je pense. Oui, tout à fait. Moi, j'en ai parlé dans les viandes, dans choisir ses protéines, quand on dit varier les sources, c'est de la viande, du poulet, des œufs, du jambon, du poisson, etc. Les œufs, s'il y a des problèmes de cholestérol, on fait attention, bien sûr. Sinon, il n'y a pas de souci pour en manger de temps en temps. Et en effet, c'est une très bonne... niveau rapport qualité-prix, on est sur du gagnant-gagnant. Le tofu, je le fais frire à la poêle, donc c'est très souvent comme ça qu'il est cuisiné, ou coupé en cubes en salade ou en smoothie. En smoothie, j'ai jamais testé. Mais oui, la preuve est là, il y a plein de manières de cuisiner le tofu. Hop, je passe juste aux comparaisons d'un plat, juste pour... c'est vraiment un exemple bête et méchant sur le fait que les plats cuisinés, c'est pas très cher, c'est intéressant, etc. Là, vous avez vraiment la comparaison. J'ai essayé de reproduire plus ou moins du coup le plat que j'ai choisi sur votre gauche du coup de votre écran. Donc un plat poulet au curry. Je vous ai repris en mettant du coup des portions, vraiment les plus basiques possibles, des portions de 100 grammes. C'est pas le cas pour tout le monde, toujours pareil, c'est un exemple. Sauf que là, la différence, c'est que il est moins cher déjà de base, en ayant plus finalement. Vous avez des plus grandes quantités, mais surtout vous avez des vraies quantités en fait, par exemple de poulet. En fait, c'est-à-dire que généralement les plats préparés comme ça, on est sur on peut avoir 3 bouts de poulet qui se courent après, les poivrons qui sont censés être dedans, on n'en a pas vraiment, donc l'équilibre n'est pas excellent. Là, au moins, avec cette portion de 100 grammes de trio de poivrons que j'ai pris en surgelé, puisque pourquoi pas. Et on a vraiment des véritables portions et de légumes et de viande. La qualité est clairement bien meilleure. Généralement, le goût sera meilleur aussi. Et surtout, c'est faisable plusieurs fois en fait. C'est-à-dire que là, vous avez acheté, c'est sûr que sur le coup, ça paraît plus cher puisque vous payez au total 2,55 plus 5,56 plus 1,55, etc., etc. Mais ça, sans repayer, vous le refaites plusieurs fois. Donc, il n'y aura pas de souci. Et surtout, vraiment en termes de qualité, on est sur du mieux. Donc, les plats préparés, pour dépanner, pas de souci. Par contre, pas régulièrement, quoi. C'est vraiment du dépannage si vous avez vraiment pas le
choix, pas le temps, pas les moyens de le faire ou autre, pourquoi pas. Mais enfin voilà, faut vraiment garder en tête que finalement c'est pas plus cher en fait de cuisiner, ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est pas plus cher. Et en parlant de temps, du coup, ça passe au prochain sujet, prochain chapitre, le batch cooking. Donc le batch cooking, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu une tendance. Ça fait un petit moment qu'on commence à en entendre parler, pardon. Ça consiste vraiment à définir ses menus de la semaine, du coup, et en fait à les préparer à l'avance surtout, et tout ça d'un seul coup. Donc les avantages, clairement, c'est un gain de temps, puisque tous vos plats de la semaine vont être préparés. Au niveau de la charge mentale, c'est un petit confort, puisque, bon, sur le coup, c'est sûr que ça fait beaucoup, mais en fait, après, vous prenez vos plats, vous les réchauffez, et hop, c'est fait, quoi. Il n'y a plus à se poser la question de qu'est-ce qu'on va manger ce soir, etc. On a des coûts réduits, puisque, en fait, ça va être le même principe que d'acheter un peu au gros, si on peut dire comme ça, mais vous achetez des grandes quantités que vous cuisinez tout d'un coup, donc ça peut être plus intéressant. Et moins de gaspillage généralement, puisque les plats sont prévus à l'avance, donc vous avez votre plat pour le lundi, le mardi, etc. Et généralement, en tout cas, moi, ce que je propose, c'est vraiment de faire au moins les fruits, les légumes, du coup, à l'avance, puisque c'est souvent ce qui saute un peu quand on n'a pas le temps, c'est les légumes. Et voilà, avec le batch cooking, ça peut être un avantage. Pour les inconvénients, c'est sûr qu'on a un temps de préparation qui est long. Je reviendrai après sur les solutions à ça. Il faut, techniquement, il faut quand même un équipement, il faut des plutôt grandes casseroles, pas mal de tupperware, etc. pour conserver le tout. Et les goûts ou les textures des aliments sont pas les mêmes, puisque c'est du réchauffé, c'est pas du aussi frais, donc ça sera pas toujours pareil. Pourquoi c'est des inconvénients sans en être? C'est-à-dire que vous pouvez adapter toujours pareil. Le mot c'est adapter en fait à vous. Vous n'êtes pas obligé de faire pour la semaine entière. Si par exemple, je sais pas, vous savez que le lundi soir vous avez danse le soir et du coup vous savez que vous n'avez pas trop le temps parce que vous rentrez, il est déjà 20h30, 21h, vous rentrez un petit peu tard, vous n'aurez pas le temps ou pas l'envie de faire à manger aussi tard. Là, ça peut être intéressant d'avoir prévu déjà son repas ou en tout cas une base de repas pour ce soir-là, parce que vous savez que vous n'aurez pas le temps de le faire. Ça peut être aussi, si vous savez, justement, j'ai pris les légumes en exemple parce que c'est souvent ce qui revient, si vous savez que vous avez tendance à ne pas faire des légumes parce que faut les couper, faut les éplucher, faut les cuire, ça prend du temps et c'est souvent l'excuse qui sort. Là, de prendre 1 heure pour vous faire vos portions de légumes pour la semaine ou même pour les 3-4 jours à venir, c'est pas obligé d'être pour toute la semaine, hein. C'est faisable. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de passer tout votre dimanche après-midi à faire à manger, parce que c'est sûr que tout le monde n'a pas ni le temps ni l'envie de prendre ce temps-là pour ça en tout cas. C'est tout à fait logique. Mais voilà, on peut se contenter de juste une catégorie d'aliments ou juste, pour ceux qui travaillent par exemple, qui ont un temps de repas assez court, de se faire juste la gamelle pour le repas le midi. Si vous êtes par exemple en télétravail, vous partez du principe que vous aurez plus le temps de vous faire à manger, et quand vous êtes au travail, non, donc vous prévoyez les jours où vous avez télétravail ou pas. Enfin voilà, c'est vraiment adapté en fonction de vous et de faire de le faire. Toujours pareil, c'est une option, hein, mais pourquoi pas tester en fait, surtout sur des catégories d'aliments que vous avez tendance à un peu mettre de côté presque par flemme ou par envie en tout cas de les cuisiner parce que trop long, pas le temps ou autre. Et bien sûr, c'est aussi faire le choix avec les produits que vous trouvez, vous, qui se gardent bien et se réchauffent bien. Je parlais, par exemple, tout à l'heure des légumes surgelés. Il y a des légumes surgelés qu'on va plutôt bien tolérer, si on peut dire ça comme ça, en surgelé. Il y en a d'autres, ça passera pas trop, par exemple. Je vois ça. Moi, par exemple, en tout cas, les champignons en surgelé, j'aime pas du tout. Je trouve que ça passe pas. Par contre, les épinards, parce que je suis pas une grande mangeuse d'épinards, que ce soit en frais ou en surgelé, je vois pas la différence, j'ai aucun souci avec ça. Donc voilà, c'est vraiment du chacun fait un peu comme il le veut et comme il le peut, et en fonction de ses goûts et de ses habitudes, et voilà, c'est toujours pareil, adapté. Hop. Alors, que pensez-vous des margarines type Saint-Hubert enrichies en oméga 3? Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais à choisir pour quelque chose riche en oméga 3, autant partir sur une huile de noix ou de lin par exemple, qui est tout aussi riche en étant plus qualitative encore qu'une margarine. Mais ça peut être une solution. On peut consommer des œufs, mais c'est comme tout, il ne faut pas en abuser. Voilà, tout à fait. Pour Isabelle Fli, j'espère que j'ai
pas le nom pour ceux qui n'ont pas de cholestérol, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous avez déjà une base de Alors oui, ça a coupé, je suis vraiment désolée, j'espère que vous m'entendez mieux. Ou bien, tout court. Ah voilà, parfait. Super, je ne sais pas à quel moment ça a coupé par contre du coup. Je pense que c'était au moment où je répondais aux petites questions. Hop, je vais essayer de reprendre. Je parlais des œufs. En tout cas, pour vous disiez les œufs, voilà, ça dépend toujours pareil de vos antécédents, si vous avez du cholestérol ou pas. Comme toujours pareil, je ne vous connais pas, faut adapter à vous. Mais les œufs, s'il n'y a pas d'antécédents dans votre famille ou de vous-même, en fait, au niveau du cholestérol, il n'y a pas de souci, on peut en manger autant. C'est vrai que les anciennes diètes, en tout cas, avaient tendance à un peu crier sur les œufs en disant attention, pas plus de 3 œufs par semaine, parce que voilà, c'est riche en cholestérol, etc. En fait, oui, en effet, ça a été démenti. Et quand on n'a pas de souci de cholestérol, en tout cas, on peut y aller sur les œufs, il n'y a aucun problème. Voilà, alors, j'essaie de remonter du coup. Je pense qu'on est bon. Que pensez-vous des pokeballs? C'est sain, je pense. Oui, c'est plutôt pas mal. Ça permet de changer aussi, parce qu'on mange du coup plutôt du cru. Donc on a tendance à pas trop manger de légumes crus. C'est pourquoi pas. Après, toujours pareil, il faut pas en abuser. Enfin, c'est comme tout, faut varier aussi, mais c'est une bonne alternative. Je trouve ça plutôt pas mal en tout cas. Les œufs durs sont moins gras. Non, ça, honnêtement, c'est minime en fait comme le changement qu'il peut y avoir entre cuit et cru. Faut pas s'embêter avec ça. Hop, alors, faut-il vraiment des protéines le soir, même à plus de 65 ans? Alors, oui, j'aurais tendance à dire oui, même si c'est qu'une demi-tranche de jambon. Il faut des protéines le soir. En fait, l'avantage des protéines, et notamment quand on commence à vieillir, le vieillissement, en fait, le gros problème, enfin le plus grand problème quand on vieillit, ça va être après, à force, hein, c'est vraiment quand on commence à être vraiment très âgé, où on peut avoir des problèmes de chute. Et en fait, le problème des chutes, c'est que plus on chute et on a tendance du coup à moins manger, etc. Parce que bah c'est malheureux, hein, on a moins de force pour beaucoup de choses et donc manger peut faire partie, en tout cas chez certains, de ça. Sauf que moins manger, du coup, on a moins d'énergie et surtout moins manger de protéines, c'est-à-dire qu'on n'entretient pas les muscles. Et les muscles, et ben pour éviter les chutes, c'est la meilleure solution, hein, clairement. Donc oui, j'aurais tendance à dire oui quand même. Toujours pareil, adapter en fonction de vous. Si vous avez des problèmes de reins, par exemple, faut faire attention, mais ça, encore une fois, c'est trop personnel pour que je sache. Mais oui, j'aurais tendance à dire oui. En tout cas, de base, s'il n'y a pas de souci, oui. Huile d'arachide, le sueur, vitamine E, bonne huile. Oui. Pourquoi pas, oui. Alors, c'est quoi? Alors les Pokéballs, du coup, je sais pas si quelqu'un a répondu. Virginie a répondu, c'est exactement ça. Ça peut être du poisson. Il y en a qui font avec du poulet aussi, par exemple. C'est vraiment une base froide, du coup. Voilà. C'est répondu. J'espère que vous voyez les messages pour le coup. Hop. Voilà. Alors, on est vraiment sur les dernières questions parce qu'on arrive à la fin. Je crois pas que j'en ai vu d'autres. Je remonte, mais je crois qu'on est plutôt bon. Hop. Si vous avez des questions, ça va être maintenant. Sinon, je vais repasser la main à Virginie. Ah oui, bien sûr, pour le Pokéball, oui, le poisson doit être frais puisqu'il est cru. C'est comme les sushis, hein, faut faire attention. Je pense qu'on est plutôt bon. Hop.
Peut-on manger des bananes tous les jours? Alors, techniquement oui, mais encore une fois, dans un contexte où on essaye de varier, du coup, autant manger d'autres fruits de temps en temps quand même. C'est quand même pas plus mal. Alors le PowerPoint, vous n'allez pas le recevoir. Par contre, le replay est disponible, donc il sera sur le replay. Et bonne soirée, Sylvie. Je vous passe la main, Virginie. Du coup, je pense que j'ai pas l'impression qu'il y a encore des questions. Hop. Ok, ben, merci beaucoup Clara, merci donc en tant que partenaire pour cette conférence. Nous allons clore cette rencontre. Merci à tous et à toutes pour votre participation et ces échanges. Merci également de noter ce webinaire via le questionnaire de satisfaction qui va s'afficher. Il nous permettra d'adapter au mieux nos rencontres à vos besoins. Et le lien d'inscription pour les prochaines conférences est disponible dans le fil de discussion. Quant au replay, on vient d'en parler, le replay de ce webinaire, il vous sera adressé par mail dès la fin de cette rencontre. Je vous rappelle également qu'une documentation en lien avec cette thématique est directement téléchargeable depuis la touche Apps en bas à droite de votre écran. Et je vous souhaite une bonne soirée.